Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans votre émission littéraire Mots d'ici et d'ailleurs. Mots d'ici et d'ailleurs est une émission proposée et préparée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec la RTD et du Centre régional pour la francophonie. Cette émission a pour vocation première d'insuffler le désir et le plaisir de lire chez les élèves et par conséquent de réduire la distance entre l'élève et le monde du livre. Elle ambitionne également de faire connaître les écrits des auteurs djiboutiens d'expression française. Pour ce numéro, j'ai l'honneur d'accueillir deux invités qui ont un point commun, l'amour du livre et de la littérature. L'une est écrivaine, c'est Madame Choukri Ousmane Guédi. L'autre, pédagogue chevronné et passionnée de littérature, il s'agit de Madame Nim'a Hassan Ismaël. Mesdames, bienvenue dans l'émission et merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, je me tourne vers l'écrivaine. Madame Choukri, après vos études de lettres modernes, vous devenez professeur de français dans les établissements scolaires de la République de Djibouti. Ensuite, vous avez exercé dans l'inspection de vie scolaire en tant que conseillère culturelle. Depuis 2020, vous occupez la fonction de conseillère technique auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Vous avez déjà publié une pièce de théâtre intitulée « Indomptable destin » et un recueil de nouvelles publiées aux éditions du Francolin. Ce recueil de nouvelles a pour titre « Ève contre Ève ». Cette année, vous venez de publier aux éditions du Cripen deux livres. Un recueil de nouvelles qui a pour titre « Une femme et demie » et un recueil de contes dont le titre est « De la griotte, conte de la griotte à plumes ». Nous allons nous focaliser sur ces deux dernières publications. D'abord, nous allons nous intéresser au recueil de contes. À travers ce conte, vous immortalisez le patrimoine culturel national en faisant passer de l'oralité à l'écrit. Vous offrez à vos lecteurs, et notamment les plus jeunes, des contes inspirés de la vie quotidienne, des contes imbibés de la culture pastorale, des contes qui véhiculent des valeurs. À travers votre recueil, vous abordez des thématiques diverses et variées, telles que la bonté, la vertu, la témérité, la prédestination, et j'en passe. Chaque conte est une leçon de vie, une leçon à apprendre. Madame Choukri, vous conviendrez avec moi que le conte est un récit qui pose un regard sur la réalité d'un groupe social ou d'une société. Le conte est aussi une histoire qui se transmet à l'oral, de bouche à oreille. Mais au fil du temps, les contes traditionnels sont devenus des textes littéraires. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est l'importance du conte dans notre société ou, d'une manière générale, dans les sociétés africaines? Merci Mohamed, merci et bonjour tout le monde. Bonjour aux élèves de Belbresset qui sont venus nous soutenir ce matin. Et pour répondre à votre question, les contes servent d'abord à réunir la société autour de l'arbre. Le conte, il a d'abord cette fonction sociale de se rencontrer les uns les autres. En Brousse, vous savez, les gens ne sont pas ensemble toujours. Chacun a une fonction dans la famille. Et le repas, on ne se réunit pas autour du repas comme on le fait chez nous, ni autour d'une télévision. Le conte avait cette fonction de réunir les gens d'abord.
et d'échanger le soir venu, de se reposer, tout en se reposant, en racontant aux enfants les contes. Les contes véhiculent des valeurs très importantes dans la société africaine, à savoir le respect de l'autre. Pendant le conte, on ne doit pas parler. On apprend de ce fait à l'enfant d'écouter. En général, c'est une personne plus âgée qui raconte le conte. Ça leur apprend le respect de la personne âgée. Ça leur apprend, et rien que dans la fonction du conte, le fait d'être comme ça assis, la personne est assise un peu sur une chaise ou quelque chose de plus élevé. Les autres sont assis par terre ou sur des nattes. Et c'est des enfants. Déjà, on leur apprend que la personne doit se faire respecter par le biais de l'âge. C'est très important en Afrique. En ne parlant pas, en ne disant rien, déjà, cette façon de faire, cette façon de mettre en scène le conte apporte cette éducation du respect. Ensuite, on a le contenu du conte qui, en général, contient à la fin une morale. Et cette morale va apprendre à l'enfant à être poli, à être courageux, à être gentil. En général, ça véhicule ce genre de messages. Être poli, être sage, être courageux. Et surtout, d'une autre manière aussi, on dit que le conte a un côté, comme on dit, thérapeutique. On dit qu'il y a un côté thérapeutique du moment qu'il va sculpter certaines peurs. La peur du noir. Déjà, dans le conte, on va voir un héros qui a peur du noir. On va lui donner la solution, la façon dont il a vaincu cette peur. Ce genre on parle de peur primaire. Les premières peurs de l'enfant sont en général, ça peut soigner cela aussi, d'un autre côté. D'accord. Pédagogique et thérapeutique. Très bien. On peut dire au-delà de la transmission des valeurs, les contes ont une fonction didactique également. Oui. Très bien. Dans l'avant-propos de votre recueil, vous utilisez une très belle métaphore quant à la transmission et à la préservation du conte lui-même. Vos lecteurs et vous-même, vous constituez une équipe qui court une course de relais, n'est-ce pas? Et vous dites à ces propos, je cite, « Toi, lecteur, et moi, conteuse, nous formons une équipe qui doit gagner. » Vous et vos lecteurs, qu'est-ce que vous symbolisez dans cette course? Dans cette course, j'ai pris l'exemple de la course de relais. Dans cette course, on se transmet ce qu'on appelle un petit bâtonnet qu'on appelle le témoin, n'est-ce pas? Et pour moi, le témoin, dans cette métaphore, symbolise le conte, le livre lui-même, qu'on doit se transmettre les uns aux autres. Le lecteur et mon coéquipier, on est ensemble dans cette affaire. Moi, j'ai écrit, j'ai tout fait pour publier. Et maintenant que le livre est là, dans les mains du lecteur, il a le devoir de le lire, mais aussi de le transmettre. C'était comme ça dans les contes avant. La personne qui avait écouté un conte devait revenir dans la famille, au foyer, pour raconter aux autres ceux qui n'ont pas entendu le conte. On va poursuivre comme ça. On ne laisse pas le conte là où on l'a trouvé, on le transporte avec soi, on le porte avec soi, jusqu'à ce qu'il se propage partout. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux générations qui se transmettent des valeurs? Oui, on peut dire ça aussi. Vous symbolisez les anciens qui détiennent ces valeurs, qui savent ces valeurs, et vos jeunes lecteurs, voilà, ce sont les gens à qui vous transmettez cet héritage. Oui, c'est très important. Le titre du livre de contes, c'est Le conte de la griotte à plumes. Je ne peux pas raconter aller sous un arbre, mais moi je vais écrire. Je me définis comme la griotte à plumes. La griotte, n'est-ce pas, le griot ou la griotte, c'est la personne qui, sous le baobab, raconte les histoires aux jeunes. Et là, moi, je n'ai pas la possibilité d'aller sous un arbre et raconter des histoires. Peut-être je pourrais le faire, mais dans la ville, en ville, est-ce qu'on a des baobabs, est-ce qu'on a des grands arbres, est-ce qu'on peut organiser des veillées, je ne sais pas. Je vais écrire, et j'écris,
pour eux, pour les générations à venir, j'espère que mon message ne va pas s'arrêter là, ne va pas se tarir et qu'ils vont continuer à transmettre. Comme moi aussi, les contes là, tous les contes n'ont pas été inventés par moi. Je ne les ai pas inventés. C'est un héritage que je véhicule, que j'ai reçu par les anciens, par les femmes de la famille, les femmes du voisinage. Très bien. Dans votre citation que j'ai citée tout à l'heure, dans la dernière partie, vous dites « nous devons gagner ». C'est une compétition. Vous devez gagner contre qui? Contre quoi? Nous devons gagner contre l'ignorance, contre le manque, le fait de ne pas lire, de ne pas écouter, de ne pas s'intéresser à nos traditions. C'est ça, c'est surtout contre le manque de lecture, le manque de l'ignorance qu'on doit remporter la course en cours contre l'oubli de nos valeurs. Tout à fait, très bien. Donc vous devez gagner contre l'oubli. Oui. Très bien, parfait. Maintenant, venons-en à un des contes de votre recueil. Ce conte, il a pour titre « Le Papy et la Belle ». Oui. Papy et la Belle est le conte le plus court dans ce recueil. Racontez-nous l'histoire. De quoi s'agit-il au juste? L'histoire, le Papy et la Belle, comme son nom l'indique, c'est les deux personnages, un vieil homme qui va épouser une adolescente. Le décalage de l'âge est le thème principal dans cette histoire. Le décalage de l'âge dans un couple n'est pas toujours bénéfique. Et dans ce conte, malgré son vieil âge, le monsieur n'est pas très futé, n'est pas très intelligent. Je trouve que la jeune adolescente est beaucoup plus sage. Après une nuit de pluie, qu'il était dehors, elle lui propose un repas chaud qu'il va refuser. En voulant fanfaronner devant elle, il va refuser et préférera boire de l'eau fraîche. Et ça va mettre fin à sa vie. Il s'est mis en danger pour jouer un rôle qui n'est plus de son âge, pour jouer au jeune homme robuste et fort. Il a pris l'eau fraîche, il a bu toute l'eau fraîche et à la fin, il va en payer. Il va payer de sa vie. Très bien, vous nous dites que c'est un vieil homme qui s'est marié avec une jeune fille. Oui, Est-ce qu'à travers ce conte, vous ne transmettez pas un message? Est-ce qu'on peut dire que c'est un message destiné aux hommes qui, malgré leur force physique déclinante, ils multiplient les noces? Oui, en quelque sorte. Je pense qu'il ne faut pas avoir, dans un couple, il ne doit pas y avoir un très grand... On peut être plus âgé l'un de l'autre, mais un grand-père ne peut pas épouser une adolescente. Ça frôle l'illégalité. Quelle est la morale de ce conte? Je pense que il y a un proverbe au Somalie qui dit « Shimbir ba shimbir ki le doul », n'est-ce pas? D'accord. Et je pense qu'on doit suivre ce proverbe. D'accord. Chacun doit rester avec une catégorie d'âge qui lui est proche. Est-ce qu'on peut dire que ce vieil homme a surestimé sa force? Oui, il a surestimé, il s'est suicidé, par orgueil, il n'a pas voulu rester à sa place. Malheureusement, il va en mourir. Donc, surestimer sa force peut vous conduire à la mort, à la déchéance. À la mort, peut vous jouer un mauvais tour. Très bien. Venons-en maintenant à votre deuxième livre qui a pour titre « Une femme et demie ». C'est un recueil de nouvelles. Dans ce recueil de nouvelles, une thématique traverse de bout en bout. C'est la quête identitaire. Cette quête identitaire, elle est au cœur de votre œuvre. Les personnages qui sont mis en scène, chacun à sa manière, il est à la recherche de ses origines. Pourquoi ce motif? Pratiquement dans toutes les nouvelles, les héros, les principaux personnages sont à la recherche de leurs origines. Pourquoi? Oui, la quête identitaire est au cœur de beaucoup d'œuvres littéraires. Lorsque l'enfant vient au monde, on dit qu'il est nu, mais il n'est pas dénudé de tout. Il porte avec lui une génétique, une généalogie qui lui est propre. Dans le livre, les personnes ont perdu leur identité. Par exemple, c'est des enfants trouvés, c'est des enfants abandonnés, orphelins. Mais ils vont tout faire pour la récupérer. Parce que savoir qui on est, d'où l'on vient, est très important.
heureusement pour eux, la quête ou l'enquête va bien se terminer. Et à la fin, ils pourront retrouver l'identité perdue. Donc ce personnage-là, c'est comme s'il portait un fardeau et à la fin de la nouvelle, heureusement, chacun retrouve ses origines. Et ils sont soulagés. Oui, ne pas savoir qui on est, c'est vraiment très grave pour l'évolution de l'ego, de la personne, de la personnalité. Avoir un père mort, c'est déjà savoir où il est. Il est sous terre, on le sait. Mais ne pas connaître qui il est, ça c'est terrible. C'est terrible. Toujours, on va rester sur votre recueil de nouvelles. Aujourd'hui, dans notre société devenue individualiste, même le matérialisme semble gagner du terrain. Et dans plusieurs nouvelles de votre recueil, notamment, je cite quelques-uns, un enfant Malaki, on lui dira plus tard, Taha, le fils de Saliha, vous mettez en scène, comme vous le disiez tout à l'heure, des enfants jetés ou abandonnés. Ces enfants sont récupérés par des familles nomades démunies. Les familles adoptives traitent ces enfants avec autant d'égards, d'amour et d'affection que leurs propres enfants. Pourquoi une telle mise en scène? Vous savez, tous les personnages, ou presque tous les personnages du recueil sont musulmans. En islam, il n'y a pas cette adoption plénière où on devient automatiquement le père de l'enfant adopté. Par contre, il y a ce qu'on appelle la kafala en islam. On devient parrain de l'enfant et non père. Et lorsque la personne prend la kafala d'un enfant, elle s'engage devant la société et devant Dieu qu'elle promet de prendre soin de cet enfant. Et les personnages doivent respecter, ils sont musulmans au départ. On a dit qu'ils sont musulmans, c'est d'accord? À partir de là, ils doivent respecter le précepte de l'islam. Ensuite, il y a cette autre chose. Lorsqu'un enfant vit chez vous, lorsque vous le voyez tous les jours, on s'attache à cette personne, que ce soit un enfant ou quelqu'un d'autre. Le fait de vivre ensemble, de vivre à proximité d'une personne permet l'affection. Et dans la nouvelle que vous citez, Saliha, le fils de Saliha, Taha, le fils de Saliha, au départ, la dame, elle ne veut pas prendre cet enfant que la mère veut abandonner. La mère s'appelle Mouna et Mouna lui dit qu'elle va abandonner son fils. Elle le prend par pitié, par compassion, d'accord? Mais ensuite, le petit, en quelque sorte, va, sans le vouloir, en étant lui-même, va séduire la mère. Elle va l'aimer comme son fils parce que l'enfant fait tout pour inconsciemment, hein, sans le savoir. En étant lui-même, en étant bon en classe, il séduit la mère et elle commence à l'aimer. Avec le temps, au fil du temps, on peut aimer une personne qui nous a été imposée parfois. Ces enfants, en Afrique, on n'adopte pas l'enfant. Parfois, il vous est imposé, on ne choisit pas. Ce n'est pas officiel, on ne va pas aller. En général, on ne va pas dans une pouponnière choisir un enfant comme en Europe. On va vous apporter un enfant, que ce soit dans la famille ou autre chose, et vous l'élevez. Au fur et à mesure, vous vous attachez à cet enfant. Si bien que vous ne pouvez pas vous lui faire du mal ou vous ne pouvez pas être indifférent. Quand même, ce qui est terrible dans cette nouvelle, c'est que la maman Mouna, elle abandonne son enfant pour un monsieur qu'elle va épouser. Quand même, là, vous vous dépeignez une mère quand même qui sadique, on peut dire? Oui, elle a peur de son mari, les circonstances ne lui permettent pas d'élever son enfant. Alors elle peut lui donner une autre chance en le mettant dans une pouponnière, dans une structure étatique, mais elle fait le choix de le donner à sa voisine. C'est un choix, le choix de Moula, c'est pas le mien. on a bien compris. Donc, à travers ces nouvelles, est-ce qu'on peut dire que vous invitez vos lecteurs à réfléchir sur certaines valeurs? Et lesquelles? Les valeurs sur lesquelles je veux qu'on réfléchisse, c'est les valeurs d'être parent, par exemple. Une mère comme Mouna doit en réfléchir
Et le monsieur, dans l'autre nouvelle que vous citez, Ali, le fils Malaki, le monsieur ne fait pas exprès, il ne cherche pas à prendre l'enfant d'autrui. Le petit se retrouve sur un C'était chemin, un enfant égaré. oui, et il l'emmène avec lui. C'était normal qu'on emmène pour mettre en sécurité l'enfant. Mais plus tard, on doit rendre cet enfant, on doit chercher à rendre. Non, il s'attache à cet enfant, il le garde alors qu'il n'avait pas besoin de le garder. Il y avait d'autres enfants. Il y a ce genre de personnages qui donnent à réfléchir sur... Très bien. Toujours dans votre recueil de nouvelles, la trajectoire que vous faites suivre vos héros dans beaucoup de nouvelles, hein, dans nombre de nouvelles de votre recueil, la trajectoire que vous faites suivre est la suivante. L'enfant perdu ou abandonné, il y a l'exode rural, la réussite scolaire et enfin l'ascension sociale. Pourquoi une telle trajectoire ? Oui, l'enfant, on dit qu'en général, surtout chez nous, les enfants adoptés réussissent mieux que les enfants de la famille. C'est un constat qu'on peut faire. Ça peut s'expliquer en général, l'enfant adopté a déjà traversé une vie assez difficile. Et il veut profiter de cette deuxième chance qu'elle a vu lui offrir. Il a atterri dans une structure normale de la famille. Il veut profiter de cette nouvelle chance. C'est alors que l'enfant de la famille peut-être trouve tout ça normal et suit. Il ne fait pas beaucoup d'efforts par rapport à l'autre enfant. Et d'un autre côté, lorsqu'on adopte un enfant, on n'est pas obligé de l'adopter, n'est-ce pas? On n'est pas obligé d'accueillir cet enfant dans sa famille. Mais on le fait parfois. Et peut-être que cet enfant inconscient, l'enfant adopté, veut remercier, veut montrer sa gratitude au père qui a choisi de l'adopter, de lui donner une part de son temps, une part de son argent, alors qu'il n'est pas obligé. C'est peut-être pour remercier, peut-être aussi pour profiter au maximum de cette nouvelle chance que la vie leur offre. En tout cas, ils sont ténaces et réussissent mieux que les autres enfants. Que les autres, c'est ce que nous avons senti et remarqué à travers vos nouvelles. Est-ce que, toujours par rapport à cette trajectoire que vous donnez à vos héros, est-ce qu'on peut dire que vous faites un parallélisme avec l'évolution de notre société, c'est-à-dire du pastoralisme primaire à l'intégration dans la société moderne? Puisque ces personnages, ils viennent de la brosse et ils quand même réussissent et arrivent au sommet de la hiérarchie de l'administration. Oui, on fait ce constat. En général, on dit que même les enseignants, si vous discutez avec des enseignants, vous allez voir que l'enfant qui vient de la brosse est un peu plus intelligent que l'autre enfant. En général, il est plus âgé aussi. Mais moi, je suis une enfant de la ville. Et je vais encourager les enfants qui n'ont pas été adoptés à prendre exemple sur leurs frères adoptés qui montrent l'exemple. En général, ils sont souriants, ils travaillent, ils sont plus assidus. Et les enfants de la ville, les enfants, on va dire, normaux de la famille, doivent prendre exemple sur ces enfants qui ont quelque chose à prouver à la vie. Tout le monde a quelque chose à prouver, mais eux un peu plus. Très bien, ce qu'on remarque également à travers vos écrits, bien que vous êtes né en ville et vous êtes né quelqu'un de citadin, ce qui est impressionnant et frappe le lecteur, c'est votre connaissance profonde de la culture somalie. Madame Choukri, en dehors de vos activités professionnelles, il vous arrive que vous animiez des ateliers d'écriture dans les différents établissements scolaires du pays. Dernièrement, vous avez été dans une des écoles primaires de Balbala. Regardons ensemble ce court reportage. Choukri Ousmane Kéti anime un atelier de lecture depuis 2021 à l'école primaire de Balbala 7. En effet, avec le soutien de la direction de l'école, Madame Choukri Ousmane retrouve bénévolement les élèves de la 4e année chaque samedi après-midi de 16h à 18h pour la lecture de contes et autres activités autour du livre.
C'est dans une ambiance enfants pieds nus, comme à la maison, que le petit groupe composé d'élèves éveillés découvre différents textes d'ici et d'ailleurs. Nul n'ignore que la lecture enrichit le vocabulaire des élèves qui voient leur niveau s'améliorer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. La lecture des récits imaginaires captive leur attention et développe leur imagination. C'est avec enthousiasme que le petit groupe honore le rendez-vous quotidien sous l'œil bienveillant de la directrice Mme Fatouma Mohamed Mihir. Dans ces activités, Mme Choukri Ousmane est épaulée par Mahadou Ali et Beden Mohamed, deux dames qui se sont portées volontaires pour animer le club avec elle. Le club compte poursuivre ses animations l'année prochaine pour que la lecture soit partie intégrante de leur quotidien, une activité incontournable, une habitude. Bien, nous venons de voir, vous qui êtes en train d'animer un atelier. De quoi s'agissait-il au juste? C'est que dans cet atelier où j'anime à l'école de Balbala, c'est un atelier de lecture et d'écriture avec des élèves de la 4e année et parfois de la 5e année. C'est un atelier, les enfants lisent des textes et puis on a un projet d'écriture pour l'année prochaine. Ils ont déjà commencé, n'est-ce pas, avec un petit conte qui s'appelle, ils ont donné le titre, c'est eux qui écrivent, je les encadre. Et à la fin, on espère réaliser un petit livre comme ceux qui sont devant vous, de quelques contes, 1 ou 2 contes, 3 contes, un recueil que les élèves auraient écrit. Et nous, moi et les enseignantes, on est là pour les encadrer et corriger un peu. Ils ont déjà écrit le début d'un conte qui s'appelle Le Corbeau Rouge. On espère poursuivre l'année prochaine. Très bien, je suppose que vous avez lu certains de vos contes aux élèves de l'école de Balbala 7. Ce matin, le public qui est avec nous, il est essentiellement composé des élèves de cette école. Donc je vais leur donner la parole s'ils veulent réagir par rapport à votre recueil de contes. Allez, la parole est au public. Qui veut poser une question à Madame Choukri par rapport à son recueil de contes? Bonjour, je m'appelle Isra Mohamed Aouled, je suis en classe de 5e année A à l'école de Balbala 7. Je vais poser une question à Madame Choukri. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire des contes? Comptez-vous écrire d'autres contes? Bonjour, je m'appelle Mohamed Idriss Elmi, je suis en classe de 8e 1 à l'école d'Antoura. J'aimerais poser une question à Mme Choukri. Dans le conte du ghetto au Gotha, c'est l'histoire de 2 jumelles qui s'aimaient dans la pauvreté. Mais lorsqu'une des jumelles devient riche, pourquoi elle n'aide pas sa sœur? Alors, la parole est à Madame Choukri qui va essayer d'apporter des éléments de réponse aux questions des élèves de l'école de Balbala 7. C'est qu'est-ce qui m'a donné l'idée d'écrire des contes? C'est surtout, j'aimais écouter et lire. Et lorsque j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Et maintenant aussi, je lis, mais c'est là que j'ai eu l'idée. À chaque fois, les gens aiment imiter ceux qu'ils admirent, n'est-ce pas? Moi, j'admirais les écrivains et je voulais faire comme eux. Si je vais écrire d'autres contes, oui, tant que possible, je vais écrire d'autres contes, d'autres livres. Et l'année prochaine, on va écrire ensemble un livre. Vous et moi. Et la question de Amine, c'est... C'est une question par rapport au conte qui a pour titre Oui. Du ghetto au Gotha. Pourquoi la jumelle ne veut pas aider sa sœur? Dans ce conte, on a les 2 sœurs qui ont grandi ensemble, qui ont eu des problèmes, mais malgré ça, une a épousé un mari riche, l'autre un mari pauvre. Et celle qui est devenue riche ne veut pas aider sa sœur, par égoïsme, par orgueil. Mais à la fin, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle va terminer sa vie? Comment elle va se terminer? Elle va se faire mordre par un serpent. Comme quoi, toutes les personnes qui ne prennent pas soin de leur famille ont des problèmes dans la vie. Il faut toujours prendre soin des siens. C'est le message que véhicule
le conte. Très bien, merci Choukri. Maintenant, je vais me tourner vers Madame Naïma Hassan Ismaël. Madame Naïma, vous avez été tour à tour professeur de lettres dans les différents collèges et lycées de Djibouti, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Vous avez été également conseillère pédagogique. Actuellement, vous êtes directrice de la veille sectorielle et de la prospective à la Direction générale de l'enseignement technique et professionnel. Vous êtes quelqu'un qui est passionné de la littérature. Les questions que je veux vous poser ont un lien, c'est la littérature djiboutienne, écrite par des auteurs djiboutiens et le programme qui sont enseignés dans nos différents établissements scolaires. Et ces derniers temps, nous assistons à un foisonnement de la littérature djiboutienne, d'expression française bien sûr. Donnez-nous un aperçu global de cette littérature. Alors, merci beaucoup Mohamed. Et donc, ma présence ici aujourd'hui témoigne de ma passion pour la littérature en général et pour la littérature djiboutienne que je lis, que je conserve dans ma petite bibliothèque et qui me passionne en fait. Donc la littérature djiboutienne ne date pas d'aujourd'hui, Mohamed. Déjà dans les années 1950, nous avions quelques écrivains qui ont écrit aussi bien sur leur vie, sur le contexte de cette époque-là. Mais c'est à partir des années 1990 que la littérature djiboutienne a pris un grand élan, où on assiste à plusieurs livres, dont d'ailleurs celui de Choukri. Donc dans les années 90, nous avons eu déjà des pièces de théâtre, des recueils de poésie, des recueils de nouvelles. Et je cite d'ailleurs, je rends hommage aux pionnières de la littérature féminine djiboutienne, dont fait partie Madame Choukri, Madame Aïcha Lobleh et Madame Souad Qassim, qui étaient parmi les premières à avoir écrit des pièces de théâtre qui ont été représentées et qui ont beaucoup marqué le public djiboutien. Nous avons également un des premiers, enfin je ne dirais pas un des premiers romans, mais Mouna Hodan, qui fait partie de ces pionnières de la littérature féminine djiboutienne, qui nous a écrit Les enfants du Kat, qui a été lu et apprécié par beaucoup de Djiboutiens qui s'identifiaient aux personnages, mais également au contexte dans lequel évolue le personnage. Ensuite, beaucoup de recueils de poésie qui nous donnent une vision assez réaliste de notre paysage djiboutien et qui personnellement me passionne. Et voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous avons une trentaine d'auteurs djiboutiens, plus ou moins connus, et qui nous parlent justement de ce qui fait de nous djiboutiens, c'est-à-dire ce que nous sommes, notre culture, le djiboutien que nous sommes. Beaucoup de ces écrivains sont à Djibouti, d'autres vivent à l'étranger, mais tous leurs écrits ont ce point commun de mettre le djiboutien au centre de leurs écrits. Quelles sont les thématiques traitées par la littérature djiboutienne? Alors, les thématiques sont variées et ont tous ce point commun, comme je l'ai dit, de parler d'abord avant tout du djiboutien. Donc, et ces thématiques évoluent en fonction de l'évolution, bien entendu, socio-historique de notre pays. Donc, mais nous retrouvons en filigrane cette culture djiboutienne, ce qui fait le djiboutien d'aujourd'hui. Donc, c'est assez varié. Nous avons par exemple la femme dans la littérature djiboutienne qui a été largement, qui se retrouve largement dans certaines pièces de théâtre. Donc, la place de la femme dans la société. Nous avons eu ces pièces, La Dévoilée ou encore Si Madame veut devenir ministre, qui parlait de cette thématique de la femme dans le milieu socio-économique, politique de Djibouti. Nous avons également, donc beaucoup plus dans les recueils poétiques, le paysage djiboutien, le paysage difficile, le climat difficile de notre pays, le soleil qui prédomine, la littérature surtout poétique,
mais nous avons également de plus en plus de nos jours une thématique qui touche le monde, c'est le thème de l'exil, que nous retrouvons dans beaucoup de livres, que ce soit dans Étrangère de Kafia Ibrahim ou dans le livre de Moussa Suleiman, la transhumance, enfin dans le livre de Moussa Suleiman. Et donc des thèmes voilà, qui touchent le djiboutien, des thèmes qui évoluent. Nous avons également dans les contes, dans notamment les contes de Choukri, mais également ceux de Omar Youssouf, les valeurs culturelles de notre pays. Donc, nous avons également les personnages mythologiques, enfin mythiques de Djibouti. Nous avons nos propres personnages mythologiques, à savoir l'ogresse, à savoir Arawel, ce personnage qui a marqué la littérature orale djiboutienne, qui a marqué notre culture orale djiboutienne. Donc les thèmes sont variés, mais ont ce point commun de toucher le djiboutien qui s'identifie à ces thèmes et qui en apprend d'ailleurs beaucoup. Effectivement, comme vous venez de le dire, beaucoup de nos poètes, à travers leurs poèmes, ils célèbrent le pays et ils brossent vraiment un tableau de la vie des pasteurs nomades Djibouti. Les dramaturges également, ceux qui ont écrit de romans aussi, ils s'inspirent de la réalité socio-culturelle de notre pays. Bien, maintenant, Madame Nim'a, depuis la réforme du secondaire, les écrits des auteurs djiboutiens occupent une place prépondérante dans le programme et notamment dans le corpus de textes proposés aux élèves. Donc, je voudrais savoir quels sont les avantages liés à l'étude des écrits djiboutiens. Alors, l'éducation a pour mission d'éduquer. Et éduquer, c'est pas seulement, on va dire, apprendre la lecture, l'écriture, mais c'est aussi inculquer des valeurs, et des valeurs culturelles, des valeurs sociales. Et la littérature djiboutienne a cet avantage de parler directement à nos étudiants, à nos élèves djiboutiens, et de leur inculquer justement ces valeurs, tout en leur apprenant, bien entendu, par exemple la lecture. Donc l'avantage de la littérature djiboutienne, c'est que le jeune djiboutien a avant tout besoin de connaître sa propre culture. D'ailleurs, je pense que le titre de cette émission est très parlant, Mots d'ici et d'ailleurs. Donc l'enfant apprend d'abord sa propre culture à travers la littérature djiboutienne de ses compatriotes. Donc plutôt que de s'identifier à des personnages qui sont loin de sa réalité, le jeune djiboutien, quand il lit un livre écrit par un djiboutien, ben, il retrouve son milieu social, il retrouve sa réalité. Et donc il s'identifie plus facilement et il apprend plus facilement, le message passe plus facilement. Et je pense que ça enrichit culturellement nos jeunes, parce qu'on se doit quand même de transmettre ces valeurs. Et ces livres djiboutiens, tous sans exception, véhiculent justement ces valeurs. Ces livres djiboutiens ont également, on va dire, cette possibilité d'éveiller la curiosité, l'esprit critique des élèves. Beaucoup de nos livres parlent de la question du Kat et de l'influence qu'il a sur nos foyers djiboutiens, l'impact social. Et dans des descriptions qu'on retrouve par exemple dans l'œuvre de Waberi ou même dans le livre de Mounahadan, Les enfants du Kat, nous voyons en fait cette réalité. Et donc on va dire que c'est un avantage de travailler. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est bien doté en termes d'écrits djiboutiens pour pouvoir les mettre dans le programme. D'ailleurs, dans le livre de lecture de la 8e, nous avons plusieurs extraits des enfants du Kat de Mounahadan. Et chaque extrait peint une partie de la vie du personnage qu'on retrouve. Donc quand le lecteur djiboutien, l'élève djiboutien lit ça, ben, il se retrouve, d'accord, dans ce qui l'entoure. Nous avons également au lycée, dans les manuels de seconde et de première,
plusieurs extraits de ces livres djiboutiens, notamment les pièces de théâtre, mais également des extraits de romans et de nouvelles qui figurent dans le monde. Et moi, je pense que c'est un avantage de permettre à ces élèves d'apprendre en s'appuyant sur des écrits qui leur parlent, on va dire. Très bien, ce sont des écrits qui leur parlent. Voilà, ils s'identifient, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, la littérature djiboutienne couvre-t-elle l'ensemble des genres littéraires? Sinon, quel est le genre de prédilection des auteurs djiboutiens? Alors, les écrits djiboutiens, jusqu'à là, étaient pour la plupart dominés par la poésie. Bon, je pense qu'on est quand même une société orale, et donc la poésie, c'est un des genres qui permet le mieux à exprimer son ressenti par rapport à la société dans laquelle nous évoluons. Mais, pour le plus grand plaisir quand même des lecteurs djiboutiens, nous assistons quand même à l'émergence de romans djiboutiens, de recueils de nouvelles djiboutiennes. Et donc, je pense que nous avons tous les genres et, comme je l'ai dit, une trentaine d'écrivains. C'est pas rien. Et nous n'avons rien à envier quand même à la littérature étrangère parce que le style en lui-même est aussi bien accessible aux étudiants, mais en même temps d'une qualité remarquable. Selon vous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la littérature djiboutienne a traversé nos frontières et elle est lue ailleurs? Oui, alors là, rien qu'à voir les prix quand même que récolte l'homme qui nous représente le mieux en termes de littérature, Abdelrahman Ouaberi, donc à travers le monde, et tous les prix littéraires qu'il gagne. Et de cette manière, en fait, je pense que il montre le visage du djiboutien à travers sa littérature et bien entendu les recueils de poèmes qui eux aussi quand même sont bien perçus et nous montrent, en fait, ils dépeignent une Djibouti méconnue par des étrangers et qui ont cette valeur quand même de bien représenter le pays. Donc je pense que nous sommes bien dotés et puis nous avons la littérature djiboutienne pourrait couvrir, on va dire, le programme depuis le primaire jusqu'à la classe de terminale, étant donné que les gens sont envoyés. Donc, comme l'a dit Choukri tout à l'heure, et comme on a vu à travers le public, qui a déjà lu son recueil de contes, d'accord. Donc, du primaire, donc, on pourrait, à travers la littérature djiboutienne, instaurer ce goût de la lecture. Et certes, nous sommes quand même une société citadine, et comme l'a dit Choukri, on ne peut pas se permettre de se mettre sous un arbre, mais à travers les écrits djiboutiens, on a l'impression d'être sous cet arbre, notamment les contes. Donc les contes de Choukri, les contes de Omar Youssouf, quand on les lit et quand on le lit, et quand on fait lire à nos jeunes, cette tradition orale s'est perpétuée, mais à travers les écrits, on va dire. Et du coup, de la classe de l'école primaire jusqu'au lycée, la littérature djiboutienne pourrait apporter son plus-value à nos programmes. Et un enfant qui maîtrise sa propre culture peut facilement apprendre d'autres cultures. Donc, servirait de tremplin, d'accord, pour... Très bien. Comme vous venez de dire, les Djiboutiens écrivent de plus en plus. Mais une question se pose tout naturellement. Comment faire profiter l'élève djiboutien, quel que soit le niveau, de cette richesse littéraire qui est à notre disposition? Si des écrivains se sont mis à écrire, c'est pour être lus. Et à mon avis, mettre la lecture au cœur de nos enseignements pourrait permettre à ces jeunes d'accéder d'abord à cette littérature, mais surtout d'aimer et de profiter de cette littérature qui leur véhicule quand même des messages. Et tous les messages transmis sont le reflet de nos valeurs. Et du coup, faire lire beaucoup plus. Et donc je salue quand même l'initiative du ministère de multiplier
les activités comme les ateliers d'écriture et de lecture, les événements autour du livre, et donc multiplier ça beaucoup plus, parce qu'on écrit que quand on a lu, la lecture enrichit l'imaginaire de l'élève. Tout à fait. La lecture développe cet esprit critique de l'élève qui voit en fait la société qui l'entoure avec un esprit beaucoup plus vif. Donc mettre la lecture au cœur, faire de la littérature djiboutienne avant tout, bon, je ne dis pas qu'il faut exclure quand même les littératures d'ailleurs, mais mettre au cœur la littérature djiboutienne, valoriser, et surtout, donc là c'est une invitation que je lance aux écrivains djiboutiens, c'est comme ils l'ont fait lors de l'événement que nous avons fêté, de passer dans les établissements, de transmettre, d'accord, cet amour pour la lecture et ainsi de suite. Très bien, merci Naïma. Nous acheminons vers la fin de l'émission. Avant de clôturer, nous allons poser la question du jour à nos jeunes téléspectateurs. La question du jour est la suivante. En quelle année a été écrit le livre de Abdurrahman Waberi qui a pour titre Balbala? Je répète, en quelle année a été écrit le livre de Abdurrahman Waberi qui a pour titre Balbala? Merci d'envoyer vos réponses dans l'adresse email qui va s'afficher en bas de votre écran. Madame Choukri, je me tourne vers vous. Le mot de la fin, avez-vous un message à faire passer? Le message que je vais passer surtout à la jeunesse, c'est de ne jamais cesser de lire. Lisez, lisez, lisez. Voilà mon message. Merci. Madame Nima, un message, le mot de la fin? Le mot de la fin, pour moi, ce serait la littérature djiboutienne au cœur de nos programmes d'enseignement. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous clôturons notre émission Mots d'ici et d'ailleurs. Il ne me reste plus qu'à remercier mes invités, Madame Choukri Ousmane Guedi, écrivaine et conseillère technique auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et Madame Nim'a Hassan Ismaël, professeure de lettres et directrice à la direction générale de l'enseignement technique et professionnel. Un grand merci à vous téléspectateurs. D'ici la prochaine émission, portez-vous bien.